Bonjour. On est submergé d'infos tous les jours, hein? Mais qui nous les apporte au juste? Souvent, ce sont des acteurs un peu invisibles. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des agences de presse. Exactement. Des rouages essentiels de toute la machine médiatique. On peut dire que ce sont des sortes de grossistes de l'information. Des grossistes. Oui, elles fournissent les textes, les photos, les vidéos, tout ce contenu brut, aux journaux, aux télés, aux radios, aux sites web. C'est grâce à elles qu'un média local peut parler de ce qui se passe à l'autre bout du monde. D'accord. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça. On s'appuie sur pas mal de sources. Des articles de fond, des infographies, des analyses, même une charte pro, pour comprendre leur rôle, leur histoire et les défis actuels. Tout à fait. Prenons un exemple concret, celui de l'ouragan Irma. Une source locale alerte l'agence. Ok. Aussitôt, l'agence envoie des reporters, des photographes sur place. Leurs infos brutes, photos, vidéos, sont envoyées au siège, ce qu'on appelle le desk. Et là, au desk, Là, on vérifie, on recoupe, on enrichit, on met en contexte et hop, c'est diffusé aux médias clients sous forme de dépêches, de photos légendées. C'est un cycle continu. Alerte, production, vérification, diffusion. Très rapide. Et j'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul type d'agence. Ah non, pas du tout. Il y a, disons, 3 grandes familles. D'abord, les très grandes, les mondiales et généralistes. AFP, AP, Reuters. Voilà. Elles couvrent tout, partout, 24/7. Elles cherchent la neutralité, la fiabilité, la rapidité. Et leur taille est impressionnante. L'AFP, c'est quelque chose comme 1700 journalistes dans 150 pays. Ah oui, quand même. Reuters, c'est près de 3000 journalistes. AP aussi est énorme. Après, on a les agences nationales, souvent plus petites, parfois liées à un État. Et enfin, il y a une multitude d'agences spécialisées. Spécialisé, c'est-à-dire En photo, en économie, en sport, en son. En fait, ce sont les plus nombreuses et celles qui produisent le plus de contenu en volume. Et il faut mentionner aussi un acteur un peu différent comme Bloomberg, qui vient de la finance, mais qui est devenu un géant de l'info-éco. Et tout ça, ça ne date pas d'hier. L'histoire remonte au 19e siècle avec le télégraphe. Exactement. Havas en France, fondée en 1835, c'est la pionnière. Puis AP aux États-Unis, Wolf en Allemagne, Reuters au Royaume-Uni. Elles ont même eu une période où elles se partageaient le monde, le fameux cartel des agences. Incroyable. Oui, ça montre leur poids dès le début. Mais ce qui est frappant, c'est leur adaptation permanente. Du télégraphe au numérique, en passant par la radio, la télé, elles ont toujours dû évoluer. Et aujourd'hui, le défi majeur, c'est Internet. Les réseaux sociaux, les GAFA, Meta. Ah oui, là c'est un choc frontal, clairement. C'est même une tempête parfaite, on pourrait dire. Pourquoi parfaite? D'un côté, il y a la concurrence de l'info gratuite ou quasi gratuite sur le net. Ça dévalorise le travail journalistique payant des agences. Et de l'autre, leurs clients historiques, les médias traditionnels, sont eux-mêmes en crise. Oui, leurs revenus publicitaires sont aspirés par les plateformes. Précisément. Donc, moins d'argent chez les clients, ça met une pression énorme sur les tarifs des agences. C'est un cercle vicieux. Et ça arrive au pire moment, avec l'explosion de la désinformation, des fake news. On voit la confiance dans les médias qui s'érode, même si, paradoxalement, les gens attendent des journalistes qu'ils combattent ces fausses nouvelles. C'est tout le paradoxe, hein. Les agences sérieuses sont en première ligne pour le fact-checking, la vérification. Elles investissent beaucoup là-dedans, souvent avec l'aide de la technologie d'ailleurs, mais ça coûte cher. D'où la bataille pour les droits voisins, pour que Google et les autres payent pour les contenus qu'ils utilisent. Exactement. C'est une reconnaissance cruciale de la valeur de leur travail. L'accord AFP-Google en France, par exemple, c'est un pas important. Mais la négociation reste très compliquée partout. Face à tout ça, l'innovation est vitale. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Oui, c'est devenu incontournable. L'IA est déjà là. Elle aide à vérifier l'authenticité des images, des vidéos. L'AFP utilise des outils comme InVid We Verify, par exemple. Et pour d'autres tâches ? Transcription automatique des interviews, indexation des millions de photos, détection de sujets émergents chez Reuters ou AP. L'IA peut traiter des volumes de données que l'humain ne peut pas gérer. AP a même fait des expérimentations avec la blockchain pour certifier des résultats électoraux ou vendre des photos NFT. C'est fascinant, techniquement. Mais ça pose d'énormes questions éthiques, non ? La place du journaliste, là-dedans ? Bien sûr, c'est pour ça que des chartes apparaissent, comme celle de la Fédération française des agences de presse. L'idée générale, c'est que l'IA doit rester un outil. Un assistant ?
en quelque sorte. C'est ça, un assistant sous supervision humaine. La transparence est essentielle. Si un contenu est généré par IA, il faut le dire. Et surtout, pas question que l'IA remplace le jugement du journaliste ou qu'on trompe le public, avec des voix de synthèse par exemple. Les principes de base du journalisme doivent primer. Donc, en résumé, ces agences, souvent discrètes mais essentielles, sont en pleine transformation. Elles puisent dans leur histoire, elles innovent technologiquement, mais elles essaient de garder un cap éthique. C'est tout à fait ça. Leur rôle pour fournir une info fiable, vérifiée à l'échelle mondiale, est peut-être même plus important aujourd'hui qu'hier face au bruit ambiant et à la désinformation. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être un peu provocatrice. Dans cette course folle à l'instantanéité, où l'IA peut générer du contenu à bas coût en un éclair, comment ces agences vont-elles maintenir l'équilibre? L'équilibre entre la vitesse, le coût et cette rigueur journalistique qui est indispensable pour nous éclairer. Et au fond, quelle valeur on accorde, nous tous collectivement, à une information qui est fiable parce qu'elle a été travaillée, vérifiée par des êtres humains?